Bonjour à tous, je remercie le docteur Jean-David Vertel de m'avoir convié pour faire cette présentation sur les premiers épisodes d'instabilité d'épaule. L'instabilité d'épaule est un problème de santé publique. Il s'agit en effet de l'articulation la plus instable, avec une prévalence assez élevée, notamment dans les sports contact ou armés contrés, et plus particulièrement en compétition. Au niveau anatomique, il faut différencier les stabilisateurs actifs qui vont être efficaces dans l'arc moyen de mobilité, qui sont la coiffe des rotateurs, le deltoïde et les muscles scapulothoraciques, des stabilisateurs passifs qui sont efficaces dans l'arc extrême de mobilité, les ligaments gléno-huméraux et plus principalement le ligament gléno-huméral inférieur, la capsule, le labrum et la glène. Concernant la prise en charge de la luxation en elle-même, la réduction sur le terrain en cas de sport n'est pas clairement tranchée. On sait néanmoins que plus tôt survient la réduction, moins le patient présentera de déficit musculaire, moins il présentera de risque de lésions neurologiques. Néanmoins, en cas de fracture associée, la réduction peut s'avérer catastrophique pour le patient. Il faudra bien distinguer les différents types d'épisodes d'instabilité, à savoir la luxation, qui nécessite la réduction par un tiers, la subluxation, qui se réduit spontanément ou par un mouvement par le patient, et le dead arm syndrome, qui correspond à une subluxation entraînant des paresthésies dans l'ensemble du membre supérieur. Il faudra s'attacher à relever le mécanisme du traumatisme et rechercher systématiquement une complication qui peut être vasculaire ou nerveuse avec principalement une atteinte du nerf axillaire. Concernant la réduction, une étude a montré que le méthoxyflurane, donc un gaz anesthésique inhalé, permettait une réduction chez les patients avec la même efficacité que le propofol et une meilleure récupération. Concernant le bilan d'imagerie standard initial, il porte sur une radiographie de l'épaule de face et de profil. Néanmoins, une fois l'épisode aigu passé, il faudra systématiquement y adjoindre une imagerie en coupe, plus ou moins injectée. Si l'imagerie en coupe est précoce, l'hémarthrose intra-articulaire servira de produit de contraste. De nombreuses lésions peuvent être retrouvées, même après un premier épisode de luxation. En effet, après un premier épisode de luxation, on retrouvait dans les séries jusqu'à 95% de lésions de Bankart et jusqu'à 90% de lésions osseuses en miroir. Attention, chez les plus de 40 ans, une recherche d'une lésion de coiffe doit être systématique. Il faudra ensuite évaluer les facteurs de risque de récidive de votre patient. Les facteurs extrinsèques portent sur le sexe masculin, la présence d'une hyperlaxité, soit une rotation externe 1 supérieure à 90 degrés, un âge inférieur à 15 ans, un sport de type contact ou armé contré, un niveau de pratique type compétition, ou bien une balance musculaire déficitaire des rotateurs externes par rapport aux rotateurs internes. Concernant les facteurs intrinsèques de risque de récidive, on notera la présence d'une lésion labrale type lésion de Bankart qui va entraîner une augmentation de la translation antéro-inférieure de la tête humérale et donc augmenter le risque de récidive, la présence d'une érosion de la glène au niveau antéro-inférieur, la présence d'une encoche de Malgaigne à la partie postéro-supérieure de la tête humérale, qui toutes les deux vont également augmenter la translation antéro-inférieure de la tête humérale et donc augmenter le risque de récidive. Concernant les possibilités thérapeutiques, il est à noter dans les études que le recours à la chirurgie dès le premier épisode augmente avec le niveau sportif. On retrouvait dans cette étude sur les rugbyman jusqu'à 35% de recours à la chirurgie après un premier épisode de luxation. La problématique principale sera la présence de lésions osseuses. Et dans cette étude de Hasegawa, on retrouvait que 4 à 5 épisodes de luxation d'épaule étaient nécessaires pour atteindre le seuil critique de 15% de déficit sur la glène.
Concernant le traitement orthopédique, il repose sur, selon l'HAS, une immobilisation courte de 3 à 6 semaines en coude au corps. Néanmoins, quand on regarde les données de la littérature, on s'aperçoit que une immobilisation au-delà de 1 semaine n'a pas montré de supériorité. Vous pouvez donc commencer à mobiliser vos patients à partir de 1 semaine. Néanmoins, ce traitement est associé à un fort risque d'échec, notamment dans les populations à risque type joueurs de football américain, qui dans cette étude retrouvait un retour au sport de 70% après un premier épisode de luxation, mais 50% de récidive dans la même saison chez ces patients. Un sujet qui a pas mal fait parler ces dernières années, c'est le sujet de l'immobilisation en rotation externe. Vous voyez sur ces coupes d'IRM, là on a une immobilisation en rotation externe qui permet de plaquer la lésion de Bankart à la partie antérieure de la glène, par opposition à cette immobilisation en rotation interne qui va médialiser la lésion de Bankart et qui donc ne pourra pas lui permettre de cicatriser en bonne position. Si les résultats étaient initialement encourageants, avec notamment cette étude de Itoy qui nous rapportait moins de récidives, un meilleur retour à la pratique et une meilleure compliance, les études récentes, également par Itoy, montraient effectivement moins de chirurgie secondaire, mais le même taux de récidive chez les patients initialement immobilisés en rotation externe ou en rotation interne. Ce traitement n'a donc pas fait preuve, à mon sens, actuellement, de sa pertinence. Concernant le traitement fonctionnel, souvent mal connu, il existe néanmoins cette attelle dynamique qui est décrite dans la littérature chez une population de footballeurs et qui permettait, après un premier épisode de luxation d'épaule, en excluant les patients gardiens de but et ou présentant une lésion de glène supérieure à 25% de l'épaisseur, une immobilisation de seulement 3 à 10 jours avec un retour au sport de 90% des patients à J40. Cela peut donc être un traitement intéressant au vu de finir une saison avant éventuellement de discuter d'une chirurgie. Concernant le traitement chirurgical, nous allons commencer par le traitement donc, de type réparation Bankart, parce que c'est dans les premiers épisodes de luxation qu'il a montré son intérêt. En effet, il a été montré qu'une stabilisation arthroscopique type Bankart après un premier épisode de luxation pouvait présenter jusqu'à 10 fois moins de récidive qu'après plusieurs épisodes. Le traitement chirurgical par Bankart a également montré de meilleurs résultats que le traitement orthopédique sur le nombre de récidives, mais également sur les résultats cliniques, ce qui est moins instinctif et aussi très intéressant pour nos patients. Il y a donc des meilleurs résultats si le Bankart est fait après un premier épisode par rapport à des récidives, avec donc un risque de récidive 4 à 10 fois plus faible, un taux de reprise chirurgicale également rapporté comme 6 fois plus faible, et donc également des meilleurs résultats cliniques. Certaines études vont jusqu'à montrer qu'au-delà du premier épisode, la réalisation d'un Bankart doit se faire relativement rapidement pour montrer d'encore meilleurs résultats. Cette étude intéressante qui a été réalisée en Nouvelle-Zélande avec un système de santé assez proche du nôtre montrait donc via un modèle de Markov qui comparait le traitement conservateur au traitement chirurgical après un premier épisode de luxation. Donc le modèle de Markov a pour but de montrer la pertinence économique et efficace des différents traitements. Et donc il a été montré que pour la société, il était plus économique et plus efficace de stabiliser les patients, hommes ou femmes, après un premier épisode de luxation s'ils avaient moins de 15 ans, que c'était plus économique et plus efficace chez les hommes de moins de 25 ans, et que cela était plus cher pour la société, même si plus efficace, chez les femmes de moins de 25 ans et chez les hommes et les femmes de moins de 35 ans. En France, comme vous le savez peut-être, le Bankart est moins populaire. Vous voyez qu'en 2009, il représentait approximativement 25% des indications chirurgicales et qu'il ne représente plus que 10% des indications en 2017. Pourquoi tant de latargia en France ? Quand vous discutez de cela à l'international, on reproche souvent au latargia un taux de complications décrit comme rédhibitoire, avec cette étude de revue systématique de Grieser
allant jusqu'à 30% de complications après Latarjet. Néanmoins, dans une méta-analyse plus récente, Anne ne retrouvait pas plus de complications dans le Latarjet par rapport au Bankart, avec 2 fois moins de récidives, 2 fois moins de nouvelles luxations et des meilleurs scores cliniques, ainsi que moins de pertes de rotation externe. En effet, dans l'étude de Grieser, était rapportée comme complication principalement la pseudarthrose de Buté, qui actuellement dans la littérature n'a jamais montré une quelconque influence négative sur les résultats du Latarjet. Une autre chose qui est apportée dans la littérature internationale, c'est que le Bankart apporterait des résultats avec un taux de récidive satisfaisant. Je vous encourage à lire cette étude qui a été réalisée par la SFA, qui est quasiment la seule étude prospective de la littérature avec un suivi à long terme des Bankarts arthroscopiques avec une technique standardisée. Des patients qui ont été revus à 9 ans de recul avec un taux de perdu de vue quand même très faible, de 16%. Et on s'apercevait donc que chez les gens de moins de 20 ans, le taux de récidive était de l'ordre de 42%, donc ce qui est vraiment rédhibitoire. Au-delà de 20 ans, cela devenait un peu plus acceptable avec 16 à 10% de récidive. Le score ESIS était également un facteur majeur de récidive. En effet, si le score ESIS était entre 3 et 4, le taux de récidive était au-delà de 1/3. Ce qui est intéressant, c'est que ces résultats qui peuvent paraître inquiétants sont pourtant en accord avec la littérature de revues non prospectives. Donc nous avions 22% de récidive dans l'étude de la SFA, ce qui correspond quasiment parfaitement au taux de récidive dans la littérature. Donc le Bankart offre donc un taux de récidive aux alentours de 1/4 à 9 ans, ce qui peut paraître un petit peu problématique. Néanmoins, si vous faites un Bankart chez des scores ESIS inférieurs à 2, cela peut se justifier et c'est une chirurgie à éviter chez les plus de 20 ans. Une autre chose qui est avancée dans la littérature, c'est la possibilité en fait du Bankart d'être un traitement de première intention avant éventuellement de basculer sur le Latarjet en cas d'échec et que cela ne serait pas péjoratif sur l'évolution des patients. Donc nous avons réalisé une étude avec le Dr Vertel sur justement le devenir de ces patients stabilisés par Latarjet après échec de Bankart comparé à une population stabilisée initialement par Latarjet, excusez-moi. Et on s'est aperçu que les gens qui avaient un Latarjet après un échec de Bankart ne récidivaient pas plus que les Latarjets de première intention, mais que par contre ils présentaient des douleurs résiduelles beaucoup plus élevées, donc plus du double, et des scores de valge duplet beaucoup moins élevés. Vous voyez quasiment 20 points sur 100 de moins par rapport au Latarjet de première intention. Donc non, le Bankart n'est pas une procédure anodine et une procédure à minima. Même si le Latarjet permettra de stabiliser les épaules après un échec de Bankart, les résultats cliniques sont péjoratifs. Donc, à mon sens, un score ESIS supérieur à 2 ou un patient de moins de 20 ans doivent contre-indiquer pour moi le recours à un Bankart. Donc maintenant, on va s'intéresser au Latarjet, je vous demande pardon. Le Latarjet, donc vous avez vu, c'est une chirurgie qui marche. La question qui se pose, c'est quand la faire. En effet, vous l'avez vu, le Bankart doit être fait relativement rapidement. Néanmoins, le Latarjet ne répare pas les lésions, mais reconstruit plutôt la partie antérieure de l'épaule. Et donc, on peut se demander si on a vraiment besoin de le faire rapidement. Donc, nous avons fait une autre étude qui est également sortie dans la JSM avec le Dr Vertel sur l'influence du nombre de luxations sur les résultats du Latarjet. Et on s'est aperçu que le nombre de luxations avant la chirurgie, donc pour le Latarjet, n'influençait pas les résultats cliniques. Néanmoins, il va falloir faire attention car dans cette étude de Platt, ils ont montré que plus vous aviez d'épisodes de luxation avant une stabilisation d'épaule et plus le risque de développer une omarthrose était important chez les patients. Il ne faut donc pas laisser les patients se luxer l'épaule X fois avant de leur proposer une chirurgie de stabilisation. Concernant le type de Latarjet possible, le principal problème persistant
dans la chirurgie de la target est le risque de nécessité d'ablation de matériel. En effet, les vis peuvent entrer en conflit avec le sous-scap ou avec le nerf suprascapulaire à l'arrière de la glène. Dans une étude dans l'OJSM, on rapportait jusqu'à 46% d'ablation de matériel, ce qui est probablement un petit peu excessif. Un des principaux problèmes, ça va être l'angle alpha. En effet, c'est l'angle entre le glénoïde rim et l'axe de la vis. Il est recommandé qu'il soit inférieur à 10 degrés afin d'assurer une bonne compression de la butée sur la partie antérieure de la glène et de diminuer le risque d'atteinte du nerf suprascapulaire et de pseudarthrose. Dans certaines études, on rapportait jusqu'à 20% de vis trop longues. Il y a donc certaines études qui ont proposé des méthodes de calcul avant la chirurgie ou bien de mesurer en péropératoire, et également une étude par Chine dans arthroscopie qui mentionnait qu'avec certaines vis, une fixation unicorticale était suffisante pour obtenir une stabilisation suffisante de l'épaule. Un autre axe qui a été proposé, c'est celui des endoboutons. En effet, la fixation de la butée par endobouton permet d'éviter le risque d'obtenir un angle alpha pathologique et également le risque d'ablation de matériel. En effet, dans une étude que nous avions réalisée également avec le docteur Vertel, on retrouvait dans notre série de 310 patients aucune nécessité d'ablation de matériel chez les patients qui avaient été opérés par un endobouton, contre 6% dans les patients qui avaient été opérés par vis. Néanmoins, j'attire votre attention sur les résultats sur le risque de récidive, qui retrouvait significativement plus de récidive chez les patients qui avaient été opérés par endobouton dans notre série par rapport aux patients opérés avec des vis. Vous voyez, 8% de récidive contre 2,5%. Dans une étude également par Azoulay qui est sortie dans l'OTSR, la solidité de la fixation de la butée par endobouton était remise en question avec une résistance à la translation de l'ordre de 14 newtons par mètre carré contre 250 pour la fixation à deux vis. Également par l'équipe de Toulouse, une étude récente a montré un délai de consolidation de la butée plus élevé en cas de fixation par endobouton par rapport à la fixation par vis. Vous avez vu que le taux de récidive après la target était très satisfaisant. Néanmoins, le retour au sport est encore discuté. En effet, quand on regarde la littérature, 75% des études se basent actuellement encore sur des critères de temps, ce qui aujourd'hui dans la chirurgie du croisé au niveau du genou est totalement décrié. Il faudra donc s'attacher à développer ou à utiliser des tests composites plutôt que des délais. Notamment, on peut s'inspirer du S-Start développé par l'équipe de Santi. Et personnellement, à la clinique, j'utilise le CIRCI, le CKCUS test, qui sont donc des tests fonctionnels avec des cut-offs décrits. Pour autoriser ou non la reprise sportive à vos patients. Ne vous fiez pas uniquement au temps ou bien à la consolidation de votre butée. De plus, j'attire votre attention sur cette étude que nous avons publiée dans le KSSTA, qui était une série multicentrique de la SFTS, Société française de traumatologie du sport, où certes nous avions un taux de récidive très faible, de l'ordre de 2,5%. Néanmoins, vous voyez qu'à 8 mois, seuls 54% des patients avaient pu reprendre le sport au même niveau. Il reste donc pas mal d'axes de travail pour cette chirurgie d'instabilité de l'épaule pour permettre à nos patients de reprendre le sport au même niveau. En conclusion, quand avoir recours à une stabilisation après un premier épisode de luxation, je vous encourage à en discuter en cas de luxation vraie chez vos patients avec un haut niveau sportif, chez vos patients de moins de 25 ans, présentant une appréhension après un traitement orthopédique ou présentant d'emblée une lésion osseuse importante. Un axe qui est souvent méconnu et qui pourtant va à mon sens prendre beaucoup de valeur dans les années à venir, c'est celui de la prévention. Aujourd'hui, le FIFA 11 Plus, qui a démontré toute sa pertinence dans le genou,
est également présent dans l'épaule avec des systèmes d'exercice de l'ordre de 20 à 25 minutes à réaliser 3 fois par semaine et qui pour l'instant sont à évaluer mais qui, je le suis sûr, permettront de diminuer l'incidence des blessures et notamment des luxations. Il s'agit donc d'un traumatisme fréquent et sévère. Il faudra avoir recours à un bilan radiologique approfondi, à une immobilisation courte, dépister une appréhension post-traitement orthopédique et discuter d'une indication chirurgicale pour tous vos patients dès le premier épisode. Ça ne veut pas dire qu'il faut tous les opérer, ça veut dire qu'il faut en discuter systématiquement. Voilà, je vous remercie.